T'as été jalouse quand ta sœur est arrivée. Est-ce que t'as déjà cru que t'allais mourir? Qu'est-ce que tu penses de ta voix? C'est quoi la chose la plus illégale que t'aies faite de ta vie? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il a été question de shit. Non, de bœuf. Ah oui, non, de cannabis. shit, non, bien sûr. Shit, Chez nous, on disait toujours un plant de tomate, un plant de bœuf, un plant de tomate, un plant de bœuf, un plant de tomate, un plant de bœuf. Alexandre Ami, ça va bien? Très bien, et vous? Mais oui, super. Eh, on dit vous ou on dit tu? Ah bah je sais pas, moi je... Alors, généralement, moi je dis tu. J'ai deux exceptions, François Hollande et Élise Lucet. Par hasard. Ah ouais, je peux comprendre en même temps, on a plus de dire vous voyez. Et donc alors? Ah bah alors on dit tu. On dit tu, Allez, on dit tu. Hop, Il y a on brise la glace. Parce que je crois que Combini, c'est encore considéré comme un peu jeune, ouais. Même si j'incarne mal cette jeunesse. Ouais, mais moi j'incarne la jeunesse, donc ça voilà, marche. Exactement. Voilà, donc c'est bien, c'est tu, c'est parfait. T'es né? Déjà, ouais. Oui, t'es né. Ouais, et déjà, ça, bravo. c'est pas mal. Hein. Bravo, ouais, une belle merci. réussite parce que la plupart des gens ne naissent pas. Donc, non, c'est vrai. Donc tu vois déjà voilà, pas mal. Très bien. Beau bébé. T'es né en 1971 oui. Et tu as grandi dans le Gard. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir grandi dans le Gard par rapport à un autre endroit? Alors non, l'avantage, ce qui est génial, c'est que moi j'adore la campagne, donc là t'es en pleine campagne, oui. Et puis à l'époque, attention, on n'avait pas de d'ordi, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas d'internet, on n'avait rien. Vous aviez du foin. On avait du foin, et en fait, moi je trouve que ça m'a permis de développer mon imaginaire. Oui. Parce que, comme tous les parents qui voulaient se débarrasser des enfants, ils nous mettaient un coup de pied pour qu'on aille dehors. Oui. Et à nous dire, écoutez, vous avez été en campagne, allez dehors, allez jouer. Et en fait, ça te permet de créer parce que tu t'ennuies. Oui. Et l'ennui permet la création. Oui. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai fait, j'allais dire un peu de théâtre, parce que je jouais beaucoup, je dessinais, j'écrivais. Donc je pense que ça a développé mon imaginaire. Oui. Ça c'est sûr. Après, alors ça c'est super jusqu'à 13-14 ans. Après, on est moins foin. Après, quand t'as 13-14 ans, t'es moins foin. Ouais. Et là, tu te dis, en fait, t'es loin de la ville, donc c'est chiant. Ouais. Donc, il faut que tu trouves des copains plus vieux qui ont une voiture pour venir te chercher. Tu fais du stop, mais le jour, la nuit, moins, parce qu'il fait très, très noir. Ouais. Donc là, c'est un peu la galère. Là, c'est un peu l'horreur. L'adolescence, c'est l'enfer. Ouais. Quand t'es en campagne, c'est l'enfer. Là, tu penses qu'il y a une chose, c'est la ville. Et c'était quoi la ville, alors? Alors, la ville, c'était Alès. Ouais, et Alès, là... Oh là là, folie, mais Alès fait partie de ces villes de province où à 19h, tout est fermé. Oui. Tu as en général, un bar d'ouvert. Ouais. Qui s'appelait comment, celui d'Alès? Alors, on avait le Gambrinus, bien sûr, ça c'était vraiment l'endroit, le QG, bien sûr, là où on allait tout le temps. On allait fumer des clopes en cachette des parents, bien sûr, en prenant un café, tout ce qu'on n'aime pas du tout, l'adolescence, mais qu'on se force, absolument, quitte à être malade. Et puis, alors ce qui est terrible aussi dans des petites villes comme ça, c'est que tout le monde te connaît. Et comme moi, mes parents sont commerçants, c'est-à-dire que tu peux pas faire des conneries sans que ça soit répété immédiatement à tes parents. Donc il fallait être très très malin. En fait, l'ensemble de la population t'espionne en permanence. Ah bah complètement, complètement. Tu vois, quand tu fais du stop pour pas aller à l'école parce que tu préfères aller à la rivière, en général, t'es toujours pris par quelqu'un qui connaît ton père. Et tes parents, ils étaient commerçants de quoi? Mes parents, ils vendaient du tissu. Alors au début, ils vendaient du tissu, donc des coupons pour faire des tissus vestimentaires. Ouais. Et puis après, quand on a des grandes marques qui sont arrivées et qui vendaient des jupes pas chères, j'allais dire, ils ont complètement changé. Ils sont partis dans le tissu, mais d'ameublement, donc de rideaux, de canapés. Voilà. Donc moi, puis comme on était fille de commerçants, on est exploités. Donc on travaille évidemment dès qu'on a des jours de congé, donc les vacances scolaires, les mercredis, les samedis, on est tout de suite exploités, les enfants. Et t'as développé des compétences dans le monde du tissu? Alors non, je ne sais pas du tout coudre, mais par contre, non, mais je sais couper les tissus, je connais toutes les mesures. Avec les immenses ciseaux comme ça? Les énormes ciseaux, évidemment. Ça, tu faisais ça tous les mercredis après-midi, tu remplissais les petites étiquettes parce que c'est des coupons. Donc par contre, je connais toutes les mesures exactes. Par exemple, pour une jupe, 80 cm en 150 de large. Si tu veux une jupe large, c'est 2 fois la hauteur. Je connais toutes les mesures, par contre. Et les matières. Et les matières aussi. Ah bah quand même, polyester, viscose et tout ça, bien sûr, évidemment. Quand même. Ah ouais, balèze. Et ça m'a jamais servi, mais bon. Et tes meubles aujourd'hui sont encore capitonnés et avec du tissu de tes parents ou pas? Non, c'est fini. Non, ça, j'ai jamais aimé ça déjà. Oui. Pas très fan, mais non, ça non. Non, voilà, ça c'est fini. Alors tu dis qu'ils t'espionnaient, est-ce que tu te souviens? Je me déshabille. Je vais faire la même chose. Voilà. Exactement, parce qu'en fait j'avais un petit peu chaud aussi, je n'aurais pas osé, mais c'est très bien. Est-ce que et tu te souviens, tu dis qu'ils t'espionnaient, est-ce que tu te souviens d'une bêtise particulière qu'on avait rapportée à tes parents que tu avais faite?
Bah justement, je disais ça parce que j'avais avec des copains, on voulait aller à la rivière et donc évidemment pour aller à la rivière, il fallait faire du stop. Oui. Et donc on a fait du stop. J'ai une voiture qui s'arrête, je rentre dans la voiture et c'était le mec de la banque de mon père qui me fait va être content ton père de savoir que tu n'es pas à l'école et qu'en plus tu fais du stop. Non mais répétez pas. Bah si, évidemment qu'il a répété comme un banquier. Comme un banquier, bah voilà, c'est ça. Et aller à la rivière, c'était le truc ah bah cool. Oui. Ouais. Bien sûr, la rivière c'était là où pareil, on allait fumer, on dragouillait un peu. Les mecs faisaient des sauts énormes pour aller dans la rivière. Tu ressortais avec une coupe de cheveux improbable parce que tu te prenais les cascades et tout ça. Première clope, premier roulage de pelle, premier lierre, le lierre à fumer. Ah, vous connaissez pas ça. Le lierre, c'est pas la plante lierre? Oui, exactement, c'est ça, on fumait du lierre. Parce qu'on n'avait pas les moyens de payer des clubs, donc on se dit, ah non, mais c'est pas grave, tu peux fumer du lierre. Ce qui est n'importe quoi. Alors, vraiment, essayer de fumer du lierre, c'était nul, mais on se dit, ah non, c'est super, tu toussais pendant une demi-heure, et la voix défoncée. Mais quand même plus du lierre que du chêne, de l'érable ou du bouleau. Et puis après, évidemment, on est dans une région où il y a beaucoup de, voilà. Et là, je m'arrête là. De verdure à fumer, vous savez. Donc voilà. Il y avait aussi des vraies choses qui pouvaient se fumer en dehors, enfin des trucs. Des trucs disons illicites. De la drogue canal historique. Bah, bien sûr, des trucs illicites. Mais à cet âge-là, tu fais bien des choses illicites. Oui, c'est vrai. Pour ne plus les faire après. Ouais. Mais pour ce qui m'interpelle, c'est pourquoi le lierre, quoi. Spécifiquement le lierre plutôt qu'autre chose. Je sais pas pourquoi. Alors ça, je me rappelle vraiment en colo, on fumait ça. Je sais pas, c'était devenu une mode, mais c'est infect. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Hein. D'abord, tu as du mal à l'allumer. Oui. Ça prend feu immédiatement. Tout prend feu, c'est dégueulasse, c'est noir tout de suite, c'est immédiat, mais c'était génial. On avait l'impression que c'était chouette. C'était très bien. D'ailleurs, tu disais premier roulage de pelle. On allait en parler à un moment ou à un autre, mais comme tu l'as évoqué toi-même, je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on l'évoque. Premier roulage de pelle à la rivière. Alors non, premier roulage de pelle vraiment, c'était derrière l'école, derrière le théâtre. Tiens déjà, tu vois, le théâtre était toujours là quelque part. La présence du théâtre. Tu vois, la présence du théâtre était là, mais c'était pas pour aller au théâtre. Premier roulage de pelle, je me rappelle très bien. Il s'appelait Olivier et toutes les filles, on a roulé une pelle à Olivier. C'était le début du roulage de pelle. Mon amie Magali, elle avait une grande sœur, donc elle nous avait dit comment il fallait faire pour le roulage de pelle. Donc, en fait, on l'a fait parce qu'il fallait apprendre. Et donc, on savait qu'il fallait tourner toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, je pense que ça n'allait pas être terrible, les premières pelles. Et on était à genoux. Et comme ça, face à face, et on se roulait des pelles. Voilà. Et on trouvait ça super. À genoux, c'est quelque chose qui c'est une parce qu'on pratique. Pas c'était dans le Gard, c'est dans le Gard ou c'est dans je sais pas si c'était une pratique du Gard. Mais en tout cas, on était à genoux, comme ça, comme deux couillons, et on se roulait des pelles. C'était pas ouf, hein. Alors, oui, j'imagine. Mais alors, deux questions. Effectivement, je pense qu'il y a ce truc des aiguilles d'une montre. Ouais. C'est pas une méthode qui a fait ses preuves forcément. Non, qui n'a pas du tout marché. Hein, ça n'a pas pris d'ailleurs. On s'est dit, oh là là, c'est très rébarbatif. Et par ailleurs, pourquoi est-ce que Olivier avait trusté pourquoi est-ce que c'est lui l'embrasseur en chef de toutes les filles? Alors c'était un peu le bad boy. Ah oui. Évidemment, c'était un peu le bad boy qui était beau garçon. Ouais. Toutes les filles en étaient amoureuses, mais alors c'est marrant parce qu'on n'était pas du tout jalouses. Oui. Alors là, c'est dingue. Moi, Magali, ma meilleure amie, qui est toujours d'ailleurs, hein, et voilà, avec Olivier, on se partageait Olivier. Tu vois, on se dit, tiens, je vais rouler une pelle à Olivier. Ah, super. Oh mince, moi j'aurais bien aimé. Bah, tu iras demain. Oui. Bon, d'accord. Okay. On n'avait pas du tout de jalousie. Harem de son côté. Il fallait bien apprendre. Oui, c'est vrai. Et Olivier était très ouvert à nous apprendre. Oui, ça, on imagine bien qu'il ne devait pas avoir de problème. Et où est Olivier aujourd'hui? Olivier, j'aimerais qu'il ait échoué dans la vie par ailleurs. Je crois qu'il est pompier, il me semble, les dernières nouvelles que j'ai. Voilà, c'est les dernières nouvelles que j'ai d'Olivier. C'est vraiment que je n'aurais jamais dit autant ce prénom Olivier. C'est vrai que c'est logique, on imagine qu'il est devenu pompier et qui voilà. Alors est-ce qu'il roule encore des pelles? Bon, probablement, oui, j'espère. Oui, les pompiers le font pas mal, ouais. Mais j'avais parlé à des pompiers une fois qui m'avaient dit qu'en gros, c'est quand même surtout pendant à la fête des pompiers, quoi. Ah, oui. À la fête des pompiers le 13 juillet, évidemment. Que là, il y a une sorte de tradition qu'on roule des pelles aux pompiers et que par ailleurs, leur vie était pas si sympa que ça. C'était pas non plus une sorte d'open bar. Les pompiers, c'est génial. C'est très très bien. Ah ouais, moi j'adore. Pour les pompiers. Ouais, pour les pompiers. Pour nous aussi, on aimait bien. Les pompiers et les filles. Ouais, les pompiers et les filles. Pas pompiers, ça c'est pas. Non, mais pour les garçons, c'est chiant. C'est pas bien. Si tu avais pu choisir n'importe quelle époque où naître dans toute l'histoire du monde, est-ce que tu aurais choisi cette époque-là? Ouais, j'aime bien parce qu'il y avait
il y avait une espèce de liberté. Enfin, là, c'est un peu, j'allais dire, les années 80, en fait. Oui. Hein. La mode était pas ouf, c'était pas la meilleure des modes. Je crois qu'elle revient beaucoup. Alors, elle revient un peu. Le seul truc qu'on peut bien aimer, c'était les tailles hautes, des jeans qui font des plus belles fesses, moi je trouve. Oui. Mais les comme ça. Oui, ouais, c'est vrai que c'était un peu les tailles hautes, avec les grosses boucles, les guêtres et tout ça, de couleurs. Mais je sais pas, je trouve que les années 80, il y avait un truc assez exceptionnel, de liberté. Je crois que c'était même dans l'humour. Je sais pas, il y avait ouais, il y avait quelque chose d'assez chouette dans ces années-là. Il y avait plus de folie, il y avait plus peut-être moins de jugement. Les gens, je sais pas si les gens se marraient plus. J'ai l'impression que c'était chouette ces années 80. Ça s'incarnait dans Véronique et Davina. Pour ouais, moi. complètement. Alors moi j'avais 5 ans, génial. mais c'est vrai que c'était fou. Ouais, je sais pas, les clubs Dorothée, tout ça, c'était super. Non, si j'évoquais Véronique et Davina, c'était qu'elles avaient un générique et ça passait genre le dimanche à 14h30, quelque chose comme ça. Complètement. Et elles étaient dans le générique, on les voyait seins nus. Ce qui n'arriverait plus aujourd'hui. Non, ce qui n'arriverait plus aujourd'hui. Par contre, je pense que ça a été une période pas ouf non plus. On va pas parler sur ce sujet-là. Plein d'aspects. Voilà, mais ça a été un peu, c'était moins je pense que ça a plus servi aux hommes qu'aux femmes. Ouais. Mais en revanche, je trouvais qu'il y avait une liberté qui était assez dingue dans les années 80. Ouais. En tout cas, moi, j'ai des très bons souvenirs de ces années-là. T'as des souvenirs de faire des choses méchantes quand tu étais enfant ? Non, mais alors non, plutôt l'inverse, moi. On était méchante avec toi? Non, alors moi j'ai été harcelée quand j'étais, je me rappelle, en CM1 et CM2, j'avais été harcelée par un garçon qui s'appelait Bruno. Je me rappelle très bien. Ça a été, c'est pour ça que le harcèlement, on a toujours la sensation que ça peut jamais arriver à nos enfants. Et en fait, moi, mes parents, je pense je leur ai dit, mais très longtemps après, alors que. C'est marrant parce que ça a été un truc, je me suis toujours posé la question, je me suis dit pourquoi je l'ai pas dit à mon père alors que je sais que il aurait réglé le problème très vite. Oui. Parce que d'abord il aurait sans doute vu les parents, on aurait peut-être parlé et en fait on a toujours peur de se retrouver dans une situation compliquée, que ça soit pire. Et en fait je me rappelle, ce harcèlement a duré assez longtemps et j'ai vraiment regretté de pas l'avoir dit à mon père, mais c'est vrai que c'est Et quand j'ai dit à mon père, il m'a dit, enfin, mais toi, en plus, pourquoi tu l'as jamais dit, alors qu'on se disait toujours tout? Et je sais pas. Et donc je me rappelle très bien de Bruno. Qu'est-ce en fait, Bruno, Bruno était amoureux de moi. Et moi, non. Ah, oui. Et donc, il me le faisait payer. Oui. Et pendant ce temps-là, moi, j'allais rouler des pelles à Olivier. Donc, du coup, ça me mettait un peu des bagarres. Oui. Oh, donc, genre Bruno s'est battu avec Olivier. Alors non, il disait rien à Olivier, mais par contre, il me le faisait payer à moi. Il me le faisait payer. Oula, payer à moi. Ouais, oui, ça peut se dire aussi. Oui. Et donc, donc ce harcèlement-là, je l'ai vécu, pendant un an, plus d'un an même, toute l'année vraiment l'année de CM2. Bruno, petit garçon toxique. Bruno, petit garçon toxique. Ouais. Pour être le titre. non, complètement. Ouais. Donc, et pour revenir à ça, et je pense que ça m'a marqué, et justement, moi, j'étais plutôt à défendre ceux qui étaient un peu les boucs émissaires, et notamment en colonie de vacances. Je me rappelle, il y avait un jeune garçon, enfin, qui avait mon âge, qui était harcelé par tous les garçons, et je me rappelle avec ma copine Magali, les filles, on était plutôt à le défendre parce que justement parce que j'ai été harcelée, et je sais combien c'est extrêmement violent. Donc voilà. Est-ce que tu as été puni pour des choses que tu avais faites quand tu étais enfant et des punitions dont tu te souviens toute ta vie ou pas? Ou tu as eu des parents très doux? Non, alors là, j'ai eu 2 punitions extrêmement fortes. Une, toujours avec mon amie Magali, parce qu'on était toujours un peu les 400 coups. Et en fait, quel âge j'avais à avoir? Je devais avoir 14 ans. On avait fait croire à mes parents que j'étais chez Magali, et aux parents de Magali, on avait fait croire qu'on était chez mes parents. Et sauf que, comme je vous disais, on était toujours un peu exploités, les commerçants, les filles de commerçants, et surtout même pour aller faire des courses. Et en fait, ma mère, un jour, elle a appelé, ce jour-là, elle a appelé la mère de ma copine Magali, et pour qu'on aille faire des courses, et elle a dit non, pas du tout, elle est chez vous. Ah non, elle est chez vous. Ah non, elle est chez vous. Et donc ils ont compris qu'on avait menti, ils nous ont cherchés, ils nous ont pas trouvés, et nous on est arrivés, donc elle a dû nous appeler vers 17h, donc ils ont attendu 2 heures à nous chercher partout. Et je comprends l'angoisse des parents. Et on est arrivé à 19h avec Magali, on s'est pris une rouste chacune. Waouh. Ah, mon père, il m'a défoncé. Ah, il m'a vraiment, c'est la seule fois où vraiment il m'a
touché physiquement, oui, parce que je pense qu'il a eu très très peur. Oui. Et ça, celle-là, je me rappelle bien. Ouais, je me suis pris un coup de pied au cul. Ouais. Oui. Même, c'était un peu raide. C'était un peu raide. Mais je crois qu'il a eu très très peur. Donc ça, cette punition, non, c'était pas vraiment une punition, mais il a eu très très peur. Et une autre fois aussi, et là, là où il m'avait vraiment puni, mais ça c'était pareil. J'avais une voiture et j'étais partie avec des copains. On était partis en boîte de nuit, etc. Donc t'étais majeur déjà. J'étais majeur. Ouais. J'avais 18 ans et j'étais partie. Et puis comme en fait on était avec des copains et bizarrement j'ai pas voulu reprendre la route parce que c'était un peu les premières cuites et surtout à l'époque pourtant on mettait pas de ceinture de sécurité, on n'était pas du tout là-dedans et bizarrement avec une autre copine, avec une copine Cécile, on est resté avec les copains et je me suis dit bon je devais travailler au magasin. Je dis bon j'irai directement au magasin à 9h, je vais pas rentrer à 5h du matin, en plus je me sens pas de prendre la voiture. Sauf que mon père pendant la nuit s'est réveillé, n'a vu que j'étais pas là. Il faut dire que mes parents, tous les deux, ont perdu un frère en accident de voiture. Donc ça, ils ont été extrêmement inquiets, ils ont appelé les hôpitaux, ils ont appelé tout le monde, ils ont eu très très peur. Et moi j'ai dû arriver, je sais pas, vers 10h du matin. Je suis arrivé au parking je me rappelle très bien, parking d'Alès. J'ai vu mon père arriver, mais ça a été horrible. Mais en fait, c'était assez atroce parce que il était en colère, il pleurait en même temps et j'ai été puni. Bon, on voit que la punition était toujours un peu la même. Fallait travailler au magasin pendant les vacances, donc ça changeait pas grand-chose. Mais ouais, ça je me rappelle, ça m'avait marqué. Et d'ailleurs, ma sœur était petite et elle se rappelle aussi de ça parce qu'elle m'avait dit, tu sais, et pourtant on a 10 ans d'écart avec ma sœur. Elle m'a dit, papa, il a eu tellement peur avec maman. Ils ont appelé les hôpitaux. Je sais plus, il a dû se réveiller vers 5h du mat. Il m'a cherché jusqu'à 10h du mat. Mais encore, ils étaient traumatisés effectivement par ça. Donc voilà, ça c'est les deux trucs. Les deux grosses punitions de l'enfance et de l'adolescence. Mais à l'époque, on n'avait pas les téléphones aussi, donc Oui, bien sûr. Voilà, on répondait. Oui, pardon. Tu te souviens, t'as été jalouse quand ta sœur est arrivée ou pas ? Ah non, mais plus beau jour de ma vie. Plus beau jour de ta vie ? Ah ouais, plus beau jour de ma vie. J'étais tellement en joie. Mais tellement en joie. Bah, en fait, quand on est fille unique, c'est chouette, mais en fait, on a tellement envie d'avoir des frères et sœurs, on adorerait. Donc moi, alors on a 10 ans d'écart parce que ma maman, elle a perdu des bébés parce qu'elle avait du mal à en revoir un autre. Donc et quand ma sœur, quand elle est arrivée, pour nous, c'était. Mais moi, je me rappellerai toute ma vie. C'était. On est venu me l'annoncer le matin, donc je devais être en CM1 puisque j'étais avec Madame Champalbert. Je me rappelle même du nom de ma maîtresse. Et qui est venue me voir, il devait être 8h15 et elle m'a dit ça y est, t'as une petite sœur, elle vient de naître et elle s'appelle Audrey. Plus beau jour de ma vie. C'est bien ça. Ouais. Oui, parce que je sais qu'il y a des fois où genre l'aîné a un petit sentiment de rejet envers celui qui vient après parce que précisément ça lui enlève de l'attention à lui, quoi. Ouais, mais je pense que nous, parce qu'on avait aussi déjà 10 ans d'écart. Oui. Donc il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de et c'était génial, c'était mon bébé, quoi. Je m'en suis occupée. Voilà. Mais d'ailleurs, pendant très longtemps, il y avait toujours un peu, je disais un peu ma fille, ma sœur. Oui, voilà. Ouais, il y avait un truc qui est un peu trouble. Un peu maternel en même temps bien sûr. Bonne élève ? Très mauvaise élève, mais c'est surtout que moi j'étais pas du tout scolaire. Donc j'ai énormément souffert de l'école. Je détestais ça. Par contre, j'étais très forte pour gruger tous les bulletins scolaires. Mais ma passion. Ouais. Donc là, je passais des heures à tout tricher, les notes. Je crois que mes parents n'ont jamais vu un vrai bulletin scolaire. Et moi, je pense que mon cartable du premier jour de la rentrée de la 6e a été le même jusqu'au bac, avec que des papiers froissés. Je crois qu'il n'a jamais changé. Je n'ai jamais... j'oubliais tout le temps mes livres, etc. Je crois que ça a été toujours le même sac. Il n'a jamais changé. Donc vraiment, moi, c'était une douleur. Je pense que je n'aurais jamais... C'est marrant, je le dis souvent, mais en plus, nous, on était dans un très grand collège-lycée qui a été un des plus grands collèges-lycées d'Europe. Donc, il y avait beaucoup de monde. On avait un lycée qui était en plus tout en contreplaqué. On voyait même le mur, on voyait l'extérieur. Enfin, c'était vraiment, on avait des profs alcooliques et tout ça. C'était horrible. Ah non, franchement, je pense qu'on était dans un collège-lycée qui était assez spécial. On avait des profs super, mais on avait des profs plutôt compliqués. Et des alcooliques très bien. Et des alcooliques très bien, mais on avait un prof d'alcoolique, prof de maths qui était complètement alcoolique. Et à chaque fois, je me rappelle, on était en 4e. Et à chaque fois, il rentrait, il nous faisait des cours de 6e. Il disait, non, mais monsieur, on est en 4e. Ah ouais. Prenez un petit coup de whisky, c'est d'accord. Il redémarrait, on fait, non, monsieur, on est en 4e.
Donc bon, c'était un peu n'importe quoi. Et en plus, c'était les périodes, je pense, où il y avait une espèce de snobisme par rapport à. Alors déjà, quand tu faisais du français, t'étais mal vu, fallait faire des maths parce que c'était toi, tu faisais du français, t'étais feignant. Et tout ce qui était lycée professionnel, les CAP, à l'époque, on appelait ça même des CPPN, étaient des enfants qui étaient complètement rejetés. T'étais un débile en fait. C'était vraiment à l'époque, on te disait mais tu vas faire quoi? Tu vas faire plombier? Alors que franchement, je pense que le plombier aujourd'hui, il est très très content d'être plombier. Mais il y avait toi, t'étais pas CPPN, toi? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait parcours normal, mais j'ai redoublé 2 fois l'enfer. Moi, c'était vraiment. Et par contre, les profs m'adoraient. J'étais très drôle. Évidemment. Et c'est fort de se faire beaucoup aimer des profs alors qu'on est très mauvais élève. Mais en même temps, je foutais rien. Mais j'étais pas du tout scolaire. Tu trafiquais tes bulletins de notes, donc tu changeais les chiffres. Et à l'époque, on n'avait pas l'IA. Hein. Tu vois, il fallait tout découper. Tu vois, faire des petites bandelettes blanches comme ça, couper bien à l'intérieur du petit cadre, faire des photocopies. Mais attention, il fallait que ça soit bien fait, les photocopies, pour qu'on voit bien. Voilà, effacer un tout petit peu quand ça faisait. Il y avait un petit peu l'encre qui avait coulé. Ah, mais c'était un boulot dingue. En fait, j'aurais mieux fait de bosser parce que. C'est vrai mais j'adorais ça. Mais ce que je me dis toujours, c'est que quand tu trafiques un bulletin, il y a toujours un moment où l'information, elle va arriver. Si t'as eu 18 toute l'année et que d'un coup tu dis mais non, vous redoublez, mais comment ça vous redoublez? Elle a eu 18 toute l'année. Ah non, mais il y a un moment où le verdict tombe, quoi. Le verdict est tombé. Mais plus tard. Beaucoup plus tard. Voilà, c'est quand mon père, il est allé au conseil des profs. Conseil des profs. Donc, alors, en plus, mes parents, j'arrivais toujours un peu à arnaquer, dire non, mais il n'y a pas de conseil. Ils me disaient, ah bon, mais comme d'autres disaient, mais si, il y avait le conseil, c'était hier. Donc, bref, un jour, mon père est allé au conseil des profs, là, ça a été horrible. Prof de maths. Donc, mon père a dit, bonjour, je suis le papa d'Alexandra Lamy. Je connais pas. On est quand même en fin de 2e trimestre, on n'a jamais eu. Enfin, si, elle vient de temps en temps, elle passe, elle revient. Très sympa au demeurant, mais absente complètement. Prof de français, prof de physique, tout le monde dit. C'est pas, j'avais même le prof de sport qui disait à l'époque, il y avait une pub qui s'appelait, c'était Club Med, où je veux, quand je veux. Et il m'appelait comme ça. Il me disait, Alexandre Lamy, c'est le Club Med, c'est quand elle veut, où elle veut, de temps en temps, elle vient. Très sympathique, mais absente. Donc là, je m'étais pris une bonne raclée, Et bac? Ah, bac, évidemment. Alors là, ça c'est... Là, si mon père m'entend, il va me dire, c'est pas possible qu'il ait pu dire ça. En plus, il s'en veut tellement. Donc moi, ça y est, j'étais une fan de théâtre, grâce à un prof de français d'ailleurs, qui m'a fait découvrir vraiment le théâtre. Quand même l'école un peu. Quand même l'école. Un prof de français qui a changé ma vie et qui donnait des cours de théâtre. Au départ, j'y suis allée pour me faire bien voir, évidemment, parce qu'il est prof de français, prof de principal. Et j'ai passé un texte et il m'a dit, il faut absolument que tu passes le conservatoire. J'ai dit, mais mes parents voudront jamais. Et il m'a dit, si, tu vas y aller, on leur dira pas. Et j'ai passé le conservatoire grâce à lui, je l'ai eu, donc j'ai rien dit à mes parents pendant très longtemps. Ils l'ont su après. Et puis, quand mes parents, pareil, ils ont chopé cette fois des bulletins, mais du conservatoire pour dire que je passais en classe supérieure, parce que ce qu'ils comprenaient pas quand même mes parents, c'est qu'ils se disaient, parce que moi je leur disais que j'étais à la bibliothèque le mercredi et le samedi, ils se disent, oh là là, elle va avoir des résultats ce trimestre. Quand ils ont vu le résultat, ils se sont dit, bon bah les débiles, passer autant de temps à la bibliothèque, elle est complètement con celle-là, on l'a loupé. Et puis non, en fait, ils ont vu que j'étais au conservatoire, mon père était évidemment en colère, et puis je lui ai dit, écoute, voilà, je joue au théâtre, viens me voir. Et puis si tu trouves que je dois continuer, je continuerai. Si tu penses que je dois m'arrêter, je m'arrêterai. Et en fait, il est venu me voir au théâtre de Nîmes, et c'était drôle, il est venu me voir à la fin. Et il regarde ma mère, il dit, je te l'avais dit qu'elle était faite pour faire du théâtre, celle-là. Et il a été super. Et après, il m'a laissé complètement faire ce métier-là. Mais c'est bien parce qu'en même temps, ça m'a poussé aussi à lui prouver que je faisais ce métier pour des vraies raisons, et que vraiment c'était alors là, moi je pensais plus qu'au théâtre, c'était devenu mon but, quoi. Est-ce que tu as appris quelque chose pendant tes études de théâtre qui t'ont marqué jusqu'à aujourd'hui, dont tu te sers encore aujourd'hui? Alors déjà, il y a un truc qui a été très important pour nous, surtout quand on était du Sud et au conservatoire, c'était de jouer sans accent. Donc parce que ça, moi j'avais l'accent hyper fort, mais moi je parlais comme ça. Oui. Allez, bonjour. C'était horrible. Et quand je suis montée à Paris, j'arrivais pour les castings, et donc je rentrais dans les castings, je disais bonjour, je m'appelle Alexandra. Alors, les mecs des castings me disaient oula. D'accord. Et puis je jouais sans accent. Donc du coup, ça les amusait. Ils me disaient, ah bon, vas-y, parle dans la vie.
Oui. Attends, vas-y, joue. Ah, c'est marrant. Donc ça a été pour nous. Je dis pour nous parce que c'était tellement important de perdre un accent. C'est très dur de perdre un accent. Mais tu l'as perdu quand t'es arrivé à Paris, ou on t'a vraiment appris à le perdre au conservatoire dans le Sud. Dans le Sud, Ouais, complètement. Il pour disait, jouer, si vous voulez avoir une carrière, faut arrêter avec l'accent. il faut jouer sans accent. Donc elle nous apprenait, mais vraiment, c'était un enfer. C'est très dur de perdre un accent. Ouais. Et donc parce que surtout que tu l'as tout le temps, dans la vie, tu l'as de tous les jours, tu l'as. Donc il fallait que au théâtre, tu joues sans accent. Donc elle nous faisait pas passer une ligne tant qu'on n'avait pas dit sans accent. Et quand je suis arrivée à Paris, j'essayais de le perdre, mais il y a des sonorités qui sont très difficiles, genre tout ce qui est en, maintenant, le peigne. Oui. Donc tu vois, tu disais, c'est vrai que maintenant, tout de suite, tu changeais un petit peu les mots pour pas dire les en, mais c'était ça m'a énormément appris. Donc le boulot aussi, parce que voilà, ça nous apprenait à être cadrés, et puis la respiration, enfin plein de choses, et puis la troupe, quoi. Le test suprême, c'est le O de Rose. Ah bah oui, le O. Maintenant tu dis Rose, quoi. Ah oui, tu dis Rose. Ouais. Tu dis pas Rose. Et il t'arrive de le reprendre un petit peu, l'accent, sans t'en rendre compte quand tu Ouais. Si je suis longtemps là-bas, Ça peut arriver, surtout quoi. avec ma copine Magali, que je vois souvent, et pas tout de suite, mais au bout de 2-3 jours, je peux le choper. Ouais, ça va vite. Ça revient très vite, en fait. Comment t'es passé de être une apprentie actrice dans le sud de la France à être une actrice super connue? Alors là, est-ce qu'on a vraiment je sais pas. Est-ce qu'il y a des moments, je me dis, il y a des moments de chance. On a toujours à un moment donné, je pense, où on a une chance, mais qu'il faut savoir saisir. Et ça, c'est important parce que parfois on peut louper ces chances-là. Quand je suis arrivée à Paris, moi, ça a été la découverte. Je suis arrivée à Paris, je me rappelle très bien de nuit, il était genre 22h et j'ai marché rue de Rivoli et je suis arrivée à la Concorde. Mais quand tu viens de campagne, mais t'imagines, à 22h, il y a du monde partout dans les rues. Toi, à 19h, il n'y a plus personne dans les villes de province. Les lumières, le monde, les monuments magnifiques. En plus, place de la Concorde, t'as la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, t'as tout. Donc là, j'étais à la fois génial et en même temps avec un vertige énorme de me dire mais comment je vais réussir dans ce métier ? Je connais personne. Et puis, évidemment, l'école de théâtre, parce qu'il y a que comme ça que tu peux rencontrer un peu des gens, être un peu au courant des castings qui se passent. Et puis, j'ai démarré, il y avait un casting pour Michel Galabru. Donc voilà, j'ai passé ce casting-là. Puis de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de théâtre. Et j'ai fait beaucoup de pubs. Et beaucoup de pubs d'ailleurs avec des réalisateurs très connus qui m'ont jamais repris derrière, c'est dommage, mais genre une de mes premières pubs c'était quand même Jacques Audiard. Oui. Ouais, Crédit Lyonnais. Ouais, classe. Dommage qu'il m'ait jamais rappelé. Tu devais dire quoi dans cette pub pour le Crédit Lyonnais ? Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on me l'a montré, je me rappelle même plus ce que je disais parce que c'est très vieux, je dois avoir une vingtaine d'années. C'était très très vieux. Et puis excuse-moi, c'était à quelle date que tu es arrivé à Paris ? Ce que tu décris de la place de la Concorde, c'est alors moi j'ai toujours un problème sur les dates, mais j'avais je dirais je suis arrivée en 91, 92, j'avais 20 ans. Ouais, 20 ans. Et donc tu dis, donc Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, moi j'ai fait beaucoup de pubs comme ça, et c'est la pub finalement qui m'a amené à faire ce métier, parce que j'avais fait une pub, je sais pas si on a le droit de dire la marque, mais bon, pour une eau précieuse. Et c'est grâce à cette pub que la directrice de casting m'a repéré et m'a appelé pour passer le casting d'un gars et une fille. Alors qu'elle cherchait une fille brune de 35 ans, donc je correspondais pas du tout aux critères. Et comme elle avait un bon souvenir de moi, elle m'a cherché et elle m'a trouvé pour que je puisse passer le casting d'un gars et une fille. Donc c'est une pub qui m'a permis de faire le casting d'un gars et une fille. Pub pour un produit contre les points noirs. Contre les points noirs. J'en ai pas, bien sûr. Évidemment. Non, aucun. Mais oui, je les ai vus, ces pubs. Bien sûr. Sur un bateau. Mais exactement. C'était sur un bateau. Voilà. Et j'étais l'hôtesse. J'en ai fait 3. C'était un petit peu... Mais c'est vrai qu'en fait, quand on me dit pourquoi est-ce que c'est sur un bateau, et avec des adolescents qui se cachent parce qu'ils n'ont pas envie... Mais je les ai vus hier. C'est dingue. Ils se cachent avec des cols roulés jusqu'en haut pour dire « Ah, mais attends, on est l'été, pourquoi ? Mais parce que j'ai des points noirs. Mais attends, eau précieuse. Mais attends, eau précieuse. C'était génial. D'ailleurs, on tournait à Malte, je me rappelle très bien, on avait ces 3 petits films là, mais ça, d'abord, en plus j'étais enceinte au moment de ça, donc ça m'a permis financièrement de tenir un peu, et puis c'est surtout que ça m'a amené le casting d'un gars et une fille, c'est dingue. Il y a une de ces pubs d'ailleurs, effectivement t'as fait pas mal de pubs, t'en as fait une pour Lustucru, dans laquelle t'avais déclaré que Lustucru c'est pointu. Est-ce que c'est une position sur laquelle tu restes aujourd'hui ? Est-ce que tu trouves encore aujourd'hui que Lustucru c'est pointu ? Ouais, je pense que Lustucru, je resterai sur cette position.
proposition. Je n'en démordrai pas. Comment ça se passe quand on est comme ça, quand tu fais une pub pour Lustucru, on te donne 4 tonnes de riz et ensuite tu peux manger du riz Lustucru jusqu'à la fin de tes jours? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils ont dû me donner le paquet qui était ouvert. Tiens, si tu veux le ramener chez toi. Ouais. Mais je pense que, alors là, vraiment pas du tout. Non, moi, quand j'étais hôtesse et que j'allais travailler dans les salons, de Versailles, etc., pour se faire un peu de sous, là, tu repartais toujours avec, surtout quand tu faisais le salon alimentaire, etc., là, tu repartais avec plein de sacs, etc., mais non, dans les pubs, que dalle. Ouais. Et donc, c'est ça les petits boulots. Après avoir coupé du tissu avec tes parents, t'as été hôtesse dans des salons, quand même dans le petit boulot. Est-ce qu'il y a d'autres petits boulots que t'as fait? Ça, j'ai fait hôtesse, donc ça, c'était dans tous les salons, etc. Je crois que le pire que j'ai fait, c'était d'être hôtesse, distribuer de l'alcool gratuit dans des boîtes de nuit de province, passer 2h du matin. Là, c'est vilain. Là, c'était horrible. Je me rappelle, j'avais une espèce de panier devant, les mecs essayaient de m'attraper. Hey, viens là, l'hôtesse! Horrible, c'était horrible. Ah ouais. Le mec de la sécurité qui était obligé de me sortir caché derrière le bar, passer la petite porte. Les mecs, c'était horrible. Là, ça, je me suis dit, non, je refais plus jamais ça. Ah non. Ça, et puis j'ai fait pas mal, je faisais aussi des animations pour les enfants, pour les anniversaires. Ça, j'en ai fait beaucoup. Et alors, au début, j'étais fée, et puis après, je suis montée en grade, j'ai fait Petite Sirène. Donc la Petite Sirène, j'étais mieux payée. Mais alors, j'ai une anecdote quand même qui est dingue. Ça, je me rappelle, j'ai trouvé ça fou. Parce que souvent, quand on faisait des anniversaires comme ça, on avait toujours des mecs, les maris, qui nous laissaient des petits mots dans les sacs. C'est fou. Et donc, et souvent, les femmes qui voyaient que leur mec passait plus de temps avec nous que... voilà. Donc souvent, ils se plaignaient aux agences, mais les agences savaient très bien comment ça se passait. Mais ça, c'est une vérité. Hein. Ouais. Et un jour, je me rappelle, j'avais fait donc un anniversaire pour un petit garçon qui devait avoir, je sais plus, 8 ans. C'était bien crevant, ça aussi. Hein. Ouais. Parce qu'il faut les tenir, les gamins, pendant 3 heures. Et faire les marionnettes et tout ça. Et puis, donc j'étais en Petite Sirène. C'est-à-dire que le bandeau, là, la petite queue de sirène, bon. Et quelques mois plus tard... J'arrête parce que je démarre enfin grâce à Michel Galabru le théâtre, donc je suis contente d'arrêter de faire ça. Et un jour j'ai un appel et une femme qui m'appelle et qui me dit oui bonjour, vous êtes venu faire l'anniversaire de mon fils l'année dernière, j'aimerais vraiment que vous reveniez. Je lui dis bah écoutez je suis désolée, ça y est j'ai arrêté de faire ça, je le fais plus maintenant. Vous savez, je vous avais dit j'étais comédienne donc je continue. Elle me dit oh non mais vraiment il vous a adoré etc. Puis je dis mais vous êtes dans quel coin et tout ça, puis je me rappelle et je me dis oh putain je me rappelle le mec avait été hyper lourd, le mari, je me rappelle très bien, c'était même plein à l'agence etc. Je dis quand même elle est gonflée de me rappeler. Je lui dis mais vraiment je ne peux pas revenir, je n'ai plus du tout le matériel. Et elle me dit mais non mais vraiment ça ferait plaisir à mon fils, et elle me tient la jambe comme ça pendant une demi-heure. Je dis non mais vraiment je ne peux pas. Et au bout d'un moment elle me fait non bah écoutez je vais vous dire la vérité, c'est pour les 40 ans de mon mari, je voulais lui faire une surprise et je voulais que vous veniez en Petite Sirène. Je me suis dit, waouh, la nana qui s'était plainte quand même à l'agence, mais quand même qui a été... Elle s'était plainte de quoi? Parce que son mari m'avait un peu dragué pendant tout le truc. Et donc elle s'est plainte de son mari à ton agence? Non, parce qu'évidemment ça nous retombait dessus. Ah oui, elle a fait du gringue à mon mari. Elle a fait du gringue à mon mari, mais ça on savait que c'était toujours un peu un truc. Mais ce que j'ai quand même trouvé dingue, c'est que la nana me pousse, me tient un truc en me disant venez pour mon fils. Imagine, j'aurais dit oui. Et là, t'arrives, tu descends en Petite Sirène, et t'as 40 mecs de 40 ans en bas qui font la Petite Sirène. T'imagines l'horreur? Pas bien du tout. Et tu te dis, mais comment une nana a pu faire ça? Une femme a pu faire ça? C'est ouf. C'est assez dingue, ouais. Alors, après cette plainte, c'est super limite. C'est complètement limite. Dingue. Et un petit truc logistique qui me vient en tête, comment tu marches quand t'es déguisé en Petite Sirène? C'est une galère. Ouais. C'est vraiment une galère. C'est une horreur. Parce que t'as une sorte de nageoire. T'as une queue de sirène, tu vois, donc t'as une petite ouverture derrière, mais tu marches un peu comme ça, tu vois, comme les pingouins, quoi. Comme les petits manchots, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. C'est pas bien du tout. Non, c'est pas bien du tout. Non, c'est pas bien. Dans ce qu'on trouve sur toi d'archives à la télévision, il y a ce qui est apparemment ta première télévision en 1995, dans une émission présentée par un monsieur qui s'appelait Vermus. Ouais, exactement. Et où on te pose des questions qui passeraient plus trop aujourd'hui. On dit genre, alors vous couchez? Non, mais c'est fou. Et en plus, c'est même pas lui, c'est une elle, femme. C'est l'animatrice qui te la pose. Quoi. Quand je vous dis, c'était exactement toutes ces mêmes périodes-là. C'est fou quand même. Et mais nous, on était vraiment une génération, même si ça continue encore. Aujourd'hui, on en parle plus, mais ça continue quand même.
aujourd'hui, on peut plus en parler et on a des référents, ce qu'on appelle aussi maintenant beaucoup dans tous les, en tout cas de nous, dans notre milieu, on a des formations, on a des référents qui sont là, qui écoutent, qui prennent très vite la décision d'arrêter s'il se passe quoi que ce soit. Mais nous, on était vraiment dans une génération où les hommes se servaient complètement. Ouais. Mais bien sûr. Et c'était une bagarre perpétuelle. C'était et des femmes qui parfois te tenaient ce genre de discours. Et alors vous avez couché pour réussir avec tous les mecs à côté qui comme ça. C'était horrible, franchement. Et d'ailleurs j'étais très contente. Je sais plus, c'est vraiment quelqu'un du public, je ne sais pas, un spectateur qui a envoyé ça et je me suis dit mais c'est fou, je me rappelais plus de ces tu te souvenais de cette émission ou pas, d'y avoir participé ou mal? Je me rappelais que j'avais participé à cette émission, mais je ne me rappelais plus que c'était aussi que c'était ça. Mais parce que on était, j'allais dire, on était déjà, enfin quelque part un peu des proies, quoi. C'est horrible de dire ça, mais c'était une vérité. Il fallait toujours un peu se défendre il fallait toujours faire un peu attention. C'est horrible, encore aujourd'hui, hein. Mais voilà, à l'époque, c'était puis là, personne vous écoutait. Et quand tu revois ces émissions-là, en fait, tu vois bien que, en fait, c'est comme ça, quoi. Ça paraît normal à tout le monde, et c'est comme ça, oui, les animateurs, ils sont lourds, c'est comme ça, quoi. Ouais. Mais heureusement qu'aujourd'hui, en tout cas, on met le doigt dessus, on en parle et on fait quand même bouger les choses, même si, honnêtement, le bilan est catastrophique encore pour les femmes. Je pense qu'il est encore pire que les autres années, donc ce qui est quand même fou alors qu'on en parle plus. Mais c'est quand même dingue que ça soit une bagarre perpétuelle. Et c'est aujourd'hui au moins ça bouge un peu, mais à l'époque c'est vrai qu'on le subissait et on disait rien. C'était normal, quoi. C'était normal. Et moi, je sais que avec mon père, aujourd'hui, quand on en parle et quand je lui dis, mais tu te rends compte toutes ces émissions là, quand tu vois des Maznef, des mecs qui parlent comme ça et que tout le monde regardait ça, mais même mon père, là, c'est fou, on en a parlé, ça lui a fait monter les larmes aux yeux parce qu'il m'a dit, mais comment j'ai pu accepter ça ? Comment personne nous a dit, de se dire mais c'est pas normal en fait, comment ce mec-là peut parler comme ça, il est en train de dire de viol sur mineur et nous on est là, pas mal ce mec, tiens j'aurais bien acheté son bouquin et tu te dis mais c'est fou. C'est fou. Et on a été complètement élevés là-dedans, quoi. Heureusement qu'aujourd'hui, on l'accepte plus, mais enfin, c'est quand même dingue. Hein. Est-ce que tu te souviens de quelque chose qu'on t'a dit et qui t'a blessé dans ces années-là ? Y a toujours un peu ce truc, c'est que t'as toujours la sensation que si t'as été prise pour un casting ou si t'as été prise pour quelque chose, c'est sans doute un peu pour ton physique. C'est souvent. Ah, mais attends, il t'a accepté. Il te trouve pas mal, non ? Je dis non, peut-être que juste c'est parce que je suis bien ton comédienne, peut-être, parce qu'il en a vu d'autres. Donc t'as toujours un peu cette sensation-là. Et puis, alors, évidemment, sans reparler de ça, mais il y avait quand même, tout était un peu pour l'homme, et t'étais quand même toujours un peu derrière toi en tant que femme. C'est-à-dire que évidemment, je sais pas si j'ai le droit de reparler de ça, etc. Mais t'es tout de suite devenue la femme d'eux. T'es toujours, on parle plus à l'homme que à la femme. Et pourtant, on faisait la même émission. On était 50-50, mais ça a toujours été comme ça. Mais c'était comme ça. Il fallait l'accepter. Mais c'est bien parce qu'en même temps, nous en tant que nana, je pense que ça nous forge aussi, ça nous permet de tenir, de résister. Et quand tu passes toutes ces étapes, parce que je sais que ça a été long, hein, surtout dans, pour moi, j'ai eu des périodes qu'il fallait se battre pour ça, quoi. Il fallait tenir. Et puis tu passais toi toujours un peu pour la petite rigolote. Toi, t'étais toujours un peu la petite blonde, et tu disais c'est pas grave, écoute, t'es là, tu vas continuer, vas-y, bosse, et puis à un moment donné, je suis sûre que ça paiera. Et j'ai continué à faire ça, et aujourd'hui, je me dis que, quand on me demande, je me dis, mais cette carrière, finalement, je me dis merci, quoi. Parce que j'ai jamais rien lâché, je suis allée jusqu'au bout, et parfois tu prends des épreuves qui sont difficiles. Et en fait, ceux qui m'ont le plus aidé, j'allais dire, c'est toujours le spectateur. Plus que les médias, c'est vrai. J'ai toujours été la petite rigolote, la petite nana de comédie, la femme d'eux, celle qui est derrière, etc. Et c'était toujours un peu dur. Et ceux qui me suivaient, c'était le public. Et en fait, ma carrière aujourd'hui, je me dis que je me suis battue, que je me la dois, et que je peux me dire merci. Et ça fait du bien aussi de se dire ça. Et aujourd'hui, là, quand je vois que je fais des tournées, que les salles sont pleines et que les gens sont là, je me dis chouette, quoi. Ouais. Le chemin parcouru depuis 1995 et de toutes les épreuves. Tu joues dans un film ? Enfin, tu joues dans plein de films. Mais tu joues dans un film. La raison pour laquelle c'est que tu joues dans un film qui s'appelle Pour le plaisir, avec François Cluzet, et qui raconte l'histoire d'une femme qui n'a jamais eu d'orgasme. Et je l'ai vu
c'est drôle, Ouais, c'est drôle. doux, c'est émouvant. Est-ce que tu te souviens de la première chose que tu as pensé quand on t'a proposé ce film? C'est Rim qui m'appelle, donc Ouais. Rim Karici, qui est la réalisatrice, qui m'appelle et qui me dit, écoute Alex, voilà, j'ai un scénario. Bon, je sais pas si tu connais un peu l'histoire. C'est un couple qui a inventé un objet qui s'appelle un humanizer. Je sais pas si tu connais. J'ai dit, mais non seulement je connais, mais j'en ai un. Mais évidemment. Donc déjà, je me suis dit, c'est génial. Oui. Et honnêtement, vous l'avez vu, mais à la lecture. Oui. Parce qu'on a toujours un peu peur de ce genre de... Oui, oui, oui. Comment c'est fait, surtout. Oui. Parce que le sujet est intéressant, mais comment c'est fait. Et je trouve qu'elle l'a fait avec beaucoup d'élégance. Oui. On voit rien, c'est drôle. C'est une vraie belle histoire d'amour d'un couple. Ce qui est assez rare d'avoir j'allais dire presque une comédie romantique dans un couple. Et un couple qui vont pouvoir parler de choses qu'ils n'ont jamais parlé à 50 ans. Oui. Et c'est génial, ça ouvre des portes incroyables. Et je me dis, enfin, on parle du plaisir féminin. Oui. Et c'est marrant comme aujourd'hui, c'est quand même encore le plaisir féminin est quelque chose un peu toujours tabou. C'est-à-dire que si tu regardes tous les films des années 90, 2000, on a tous vu ces gamins dans les toilettes se masturber sur des revues. Ça dérange personne d'avoir du spermatozoïde dans les cheveux. C'est vrai. Tout le monde se rappelle de ça dans Marie à tout prix. Ça dérange personne. Mais dès qu'on parle du plaisir féminin, tout de suite, ça gêne. Nous, je sais que Rim, elle me disait, parfois, il y a des marques qui sont un peu dérangées. Ouais, c'est sur le plaisir féminin. Ah, ouais. Mais c'est-à-dire, il y a un truc tout de suite qui gêne. C'est marrant. Oui, oui, oui. Il est moins accepté, celui-là, alors qu'il n'y a pas de raison. Et oui, c'est très délicat et ça aurait pu être, parce que ça aurait pu être lourd et ça ne l'est jamais, quoi. Non, c'est toujours suggéré, quoi. C'est toujours suggéré, c'est super, et je trouve que c'est intéressant. Moi, ce que j'ai hâte, là, franchement, c'est d'aller faire la tournée province, d'aller faire les débats. Oui. Et puis, ce que j'adorais, moi, c'est être dans la voiture après le film. Oui. Dans la voiture, franchement, j'adorais être une petite souris, là. Le retour de bagnole du mec avec... Bon, et toi, qu'est-ce que t'as pensé du film? Bon, et toi, le Humanizer, tu connaissais Mais toi, par exemple, qu'est-ce que tu... Là, je veux dire, franchement... Mais c'est génial. Et ce que je trouve super, c'est qu'elle a réussi à faire un film où je pense que ça parle autant aux hommes qu'aux femmes. Oui. C'est... les hommes se marrent autant que les femmes. Oui. Et ça, c'est génial. Et il y a ce moment un petit peu aussi émouvant où, genre, en fait, il s'en prend tellement plein la gueule, François Cluzet, enfin, son personnage dans le film, où il dit, attends, je m'en prends quand même vraiment beaucoup plein la gueule, là, j'essaye de faire machin, mais là, si on peut juste un tout petit peu penser à moi, là. Et j'ai bien aimé que ce soit aussi qu'il y ait ce côté, qu'on pense aussi à lui, quoi, pour lequel c'est pas forcément facile non plus. Mais quoi. complètement. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'attache à lui. Oui. Parce que elle, à un moment donné, elle est dans un truc elle ne pense plus qu'à elle. Oui. Dans ce côté. Mais elle se pense pas 2 secondes quand même que pour lui, c'est une claque. C'est une grande violence. C'est quand même te dire que t'as jamais fait jouir ta femme depuis en 20 ans. Depuis toutes ces années, qu'elle ne te l'a jamais avoué, et donc c'est horrible. C'est d'une violence, et que maintenant, elle pense plus qu'à son plaisir. Et pour lui, c'est quand même très déstabilisant pour un homme. Oui, d'autant plus qu'il prend la chose à cœur immédiatement, il essaye de régler le problème. Enfin, je veux dire, il est assez... en tout cas, quand il apprend la nouvelle, il la prend à bras le corps, quoi. Ah ouais, je trouve génial. Non, je me dis, il est super. Le mec se dit, ok, tu m'as dit ça, d'accord, on va le travailler ensemble. Et ça, c'est génial. Comme quoi, c'est ça, je crois, qui est super dans le film, c'est que ça se travaille à 2, quoi. Oui. Et ça, c'est merveilleux. Et il est beaucoup question de recherche et développement en matière de sextoy féminin dans le film. À quel point est-ce que c'est juste et documenté? Ah Rive, elle est allée voir partout. Hein. Ouais. Ah ouais, avec ce qu'on appelle un accessoiriste, puisque c'est lui qui trouve les objets, moi, il y avait des objets que je connaissais pas du tout. Il y avait plein de trucs. Ah ouais, et elle te dit, mais c'est un carton. Par exemple, moi, je ne savais pas que ce petit canard était un carton. Oui. Mais un énorme carton, je ne connaissais pas. Et en fait... c'est une des seules choses, je pense, ce petit canard, qui est à la fois un objet pour enfants, pour les petits enfants dans le bain, et pour les dames. Et pour les seules. dames, exactement. Voilà. C'est quand même assez rare étrange. qu'un jouet soit à la fois pour les enfants. C'est quand même... Mais du coup, elle m'a dit, non, mais je suis allée dans un sex shop et j'ai vu des trucs, et autant pour les hommes que pour les femmes, et c'est incroyable. Il y a une quantité impressionnante de God dans ce film. Voilà.
Il y en a pas mal. Effectivement, on pensait aux accessoiristes qui avaient dû faire. Ouais. Alors ça met. Voilà, il faut un bleu, un jaune. Ah non, mais ça, c'est génial. Mais l'accessoiriste, qu'est-ce qu'on a ri. C'est génial. Regardez-moi cette petite gamme que je vous ai fabriquée, plus tous ceux que j'ai trouvés. C'est génial. Les couleurs, c'est génial. Génial. La dernière partie de l'interview s'appelle En vrac, et c'est des questions qui ne sont pas en rapport les unes avec les autres. D'accord. À quel point est-ce que tu parles bien anglais? Très mal. Ouais. Mais je me débrouille toujours. Ouais. C'est marrant, alors parce qu'évidemment j'ai vécu à Londres pendant 5 ans, mais j'avais un très mauvais niveau scolaire, comme à peu près tous les Français de nos époques, qui vraiment avec des profs d'anglais qui, je pense, parlaient pas très bien anglais non plus. C'est vrai. Donc, moi je me rappelle, j'avais des comment ça s'appelle, des Anglaises qui venaient, des correspondants qui venaient, qui me disaient mais attends, mais ta prof d'anglais elle parle hyper mal anglais. C'est une catastrophe. Donc voilà à quoi on a dû être. Pas tous, on peut pas dire, mais... T'as vu une différence d'ailleurs dans le niveau d'anglais, dans le niveau d'enseignement d'anglais entre toi et ta sœur 10 ans plus tard? Je sais pas si ça a beaucoup changé. Non, c'est pareil. Non, je crois que pas. Je crois pas. Ouais. Honnêtement, je crois pas. Et donc tu disais niveau. Ouais, donc moi j'avais un niveau qui était très bas. Ouais. Et puis comme quand même, il y a beaucoup de Français à Londres, donc en fait c'est un truc qui est un peu compliqué. C'est un cercle vicieux parce que comme tu parles pas bien la langue, c'est difficile d'avoir des copains anglais. Comme tu peux pas, comme t'as pas de copains anglais, du coup tu ne peux pas t'améliorer. Donc t'as un truc un peu compliqué. Mais maintenant, je peux avoir une conversation, je me débrouille, je fais des fautes. Il y a un truc qui est super, c'est que finalement quand t'es à l'étranger, tu te rends compte que c'est pas grave quand tu parles mal. Il y a qu'en France où tout le monde te juge. Dès que tu fais une faute, tu fais il parle pas bien anglais. Alors que tu fais toi tu parles bien anglais peut-être. Ouais. Et tu te dis c'est pas grave, le principal c'est d'échanger. Et en fait les Anglais sont les premiers à dire mais nous on parle aucune langue. Ouais. Donc vas-y. Donc du coup maintenant ça y est, je m'en fous de faire des fautes. C'est vraiment pas grave. Non, ce qui est génial c'est que pour ma fille, c'est formidable parce qu'elle est complètement bilingue. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu n'as plus jamais à retravailler. Alors que toi, là, c'est une galère en fait. À chaque fois, je vais je me remets un peu à l'anglais. Mais comme j'ai rien de spécial à faire, mis à part les vacances. Ouais. Et comment elle est devenue bilingue? Elle, quand j'ai vécu à Londres, elle a été dans une école anglaise. Et elle, je l'ai mis vraiment école publique anglaise. Oui, et donc du coup, pour le coup, pas du tout dans le côté français. Ouais. Non. C'est quoi la chose la plus illégale que t'aies faite de ta vie? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il a été question de shit. Non, de bœuf. Ah oui, non, de shit, non, bien sûr, évidemment. Non, mais chez nous, dans notre région, c'est un peu normal. C'est pour ça qu'il y a tout le temps les hélicoptères qui passent. Chez nous, on disait toujours un plant de tomate, un plant de bœuf, un plant de tomate, un plant de bœuf, un plant de tomate, un plant de bœuf. C'est la seule région où on sait faire pousser de la bœuf au sol. Oui. Pour pas qu'elle monte. Sous le niveau des plantes de tomates. Bien sûr. Donc oui, ça m'est arrivé quelques fois, bien sûr, évidemment. Mais rien de plus que ça, quoi. Rien de. Non. Alors après, non, moi je suis, si je choisir des drogues, ça serait plutôt des drogues douces. Par contre, je suis anti-drogue dure. Ouais. Puis t'aimes bien la loi, quoi. Et j'adore les lois, ouais. C'est un de mes trucs préférés, la loi. Évidemment, non, mais bien sûr, oui. Est-ce que tu t'es déjà battue? Ouais, j'étais un peu bagarreuse quand j'étais gamine. Alors peut-être que ça vient justement avec ce harcèlement où après je me suis dit tiens, il faut pas que tu te laisses faire. Souvent on appelait mon père, on me disait petite, c'est encore battue. T'as tapé des gens? Ouais, en tout cas je me défendais. Ouais. Je lâchais pas le morceau. Ouais. Et aujourd'hui encore, tu dirais que t'as des compétences en matière de bagarre ou pas que tu peux Je sais pas, mais je pense que après ça dépend contre qui, c'est sûr. Parce que les mecs ils font tous ces armatures, donc c'est un peu compliqué. Oui. Mais je pense que c'est comme tout le monde. Si t'as une vraie colère, je pense que tu vas te défendre. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je pense que je lâcherai pas le morceau, ça c'est sûr. Ça m'est arrivé récemment que ça a monté là, avec un passant dans la rue et genre j'ai vraiment senti le truc et là il est sorti de sa voiture et j'ai fait non je vais pas y aller. Non en fait vraiment l'énervement je fais non je vais me faire péter la gueule en fait. Ouais, c'est ça qui va se passer. Non mais c'est ça. Non mais c'est toujours mieux quand même de. Ouais. Moi je me dis que on arrive toujours à trouver une solution pour pas que ça parte en bagarre. C'est quand même mieux. C'est bien. Est-ce que tu es jalouse? Alors dans l'amour. Oui. Ouais, je peux l'être un peu. T'as déjà dit des trucs genre et là t'es où là? Oui, je peux avoir un petit œil toujours à regarder. Oula, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ouais. Oula. Non, si, je peux être un petit peu jalouse. Je peux être, même carrément. Ouais, je peux avoir des trucs. Alors après, t'as des gens qui sont très forts pour te rendre jaloux. Donc, non mais il y a un peu de ça aussi parfois, alors que tu le sais. Mais oui, amoureuse. Oui. Alors pas du tout dans le métier, etc. Alors pas du tout. Mais dans l'amour, je peux être un peu possessive. Tu n'as jamais été triste, donc envieuse du succès de quelqu'un d'autre? Non, alors ça c'est marrant parce qu'on m'a souvent posé la question, évidemment, à une période que tu connais forcément. Ouais. Mais alors moi, ça m'a toujours choqué qu'on me pose cette question. Tu te dis, enfin, quand tu aimes quelqu'un, tu es heureux de sa réussite. Oui, bien sûr. Sinon, tu ne l'aimes pas.
Donc c'est au contraire, hein, moi j'étais hyper heureuse. Ah non, pas du tout. Alors là, pour le coup, pas du tout. Non, moi j'étais au contraire super heureuse. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une question qu'on me posait, on me disait, oh, arrête, t'es un peu jalouse. Ouais. Mais j'ai dit, mais non, mais pas du tout. Ça aurait été plutôt l'inverse. Ça aurait pas marché, il n'aurait pas eu, même si c'était déjà extraordinaire, mais je pense que même, je sais par exemple quand il n'a pas eu le César, je pense que j'étais celle qui était le plus triste, qui a eu le plus les boules, en disant c'est tellement injuste. Mais non, pas du tout. Alors là, pour le coup, non, mais quand t'aimes quelqu'un, t'as envie qu'il soit heureux et que tout lui réussisse. Et pour revenir à la jalousie en amour, est-ce que t'es jaloux des ex ou pas? Non, ça va parce que je pars du principe quand même que quand c'est fini, il n'y a pas de raison que ça. Parfois, tu peux avoir des ex, par contre, qui restent bien présentes et bien accrochées. Et ça devient chiant par contre. Ouais. Parce que, et surtout quand t'as le dîner. Ouais. C'est cool, ouais. Ouais. Et donc, et en plus, quand t'as le mec qui fait non, mais attends, je suis allé voir mon ex, tu vois, j'avais besoin de conseils. Tu fais, ah, d'accord, ok. Ça, par contre, ça t'énerve un peu. Ça, on va pas se cacher que ça t'agace. Mais après, moi, je trouve que c'est, nous, par exemple, tu vois, avec le papa de ma fille, etc., on s'entend tous super bien. Ouais. Et ça, c'est quand même, ça, je trouve ça chouette, quoi. Ouais. Quand tu vois tous les, moi, j'adore Armelle, la femme du papa de ma fille, que j'adore, ses filles. Enfin, voilà. Et quand nous, on fait les anniversaires ensemble, les Noëls, enfin voilà, on se voit tout le temps. Et ça, je trouve ça, c'est super. Parce que pour les enfants, et puis pour nous, puis parce qu'on a tous évolué. Et ça, c'est chouette. Quand ça se passe comme ça, moi, j'adore. Mais il n'y a pas eu des trucs genre, non, on va pas aller en vacances dans cet endroit parce que c'est contaminé par le fait que tu y es allé avec quelqu'un d'autre? Ça t'a pas ces trucs-là? Oh, je pense que si, je peux peut-être l'avoir, ça. Ouais, si, au fond, bon. Non, écoute, on est allés à Venise tous les deux, c'était un moment extraordinaire, c'était les plus beaux moments. Viens, on y va tous les deux. On va plutôt aller ailleurs. On va pas aller à Venise, non, ça c'est sûr. Est-ce que t'as déjà cru que t'allais mourir? Oui. Et d'ailleurs, ça a été la dernière fois que j'ai fait de l'autostop. J'étais dans une boîte de nuit paumée en Camargue, et en fait, on était toute une bande de copains, et ils m'ont oublié. Ils sont partis en voiture et ils m'ont complètement oublié. Et donc, je suis partie de la boîte de nuit parce que justement, je devais travailler chez mon père le matin. Et donc, je devais être à 1h30 voilà, en voiture. Et je suis partie dans le noir. Et à l'époque, pareil, pas de portable ni rien. Et en fait, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Et évidemment que je ne pouvais plus faire semblant de pas faire de stop parce que c'était, je sais pas, il devait être 5-6 heures du mat. Ouais, il était tard. Et donc j'ai été obligée de monter avec eux dans la voiture. Et heureusement c'était une 3 portes, donc donc il y avait 2 mecs derrière et il y avait évidemment le conducteur et il y avait la place à côté. Il y avait un mec et en fait j'étais obligée de m'asseoir à côté de lui, mais c'est ce qui m'a sauvée d'ailleurs. Et moi j'étais côté de la porte. Et comme j'étais toujours avec mes copains et on était toujours en voiture, j'ai jamais fait attention à la route. Mais sauf que là, je sentais que c'était loin et je sentais qu'il roulait et je voyais que dans le rétro, il se marrait un peu et je me suis dit putain, ils sont en train de m'embarquer. Et il devait être 6 heures du matin parce que le jour se levait et à un moment donné, on arrive à un rond-point et il y avait des voitures qui étaient les unes derrière les autres. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais où je peux sortir de la voiture. Et je me rappelle, j'avais pris mon sac, je l'avais entourné autour de mon poignet et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je saute de la voiture et si jamais le mec me chope, je lui fous un coup de sac dans la gueule. Et donc j'ai ouvert la porte, le mec a essayé de me choper, j'ai foutu un coup de sac, je suis sortie, j'ai traversé la route en pleurant, en hurlant, en stoppant des bagnoles. Je me rappelle, c'était une R5 qui est arrivée, c'était 2 mecs, en fait j'ai appris que c'était des pêcheurs qui sont sortis. Les autres mecs me coursaient en m'insultant, en essayant de me choper. Les pêcheurs ont stoppé les mecs, ah, mais qu'est-ce que vous faites? Et moi je dis, il m'embarque, etc. Les mecs ont fini par se barrer. Je suis rentrée avec les pêcheurs qui étaient trop mignons. Et il me dit, mais où est-ce que vous allez? Et je dis, mais je dois aller à la Grande Motte rejoindre mes copains et tout ça, parce qu'après je dois partir travailler chez mon père et tout. Et il m'a dit, mais mademoiselle, mais vous êtes complètement à l'opposé. Et en fait, les mecs étaient vraiment en train de m'embarquer. Et je pense que honnêtement, ça n'aurait pas forcément très bien fini. Et là, j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, plus jamais je ferai du stop. Et ça a été terminé. Et je suis rentrée au magasin de mon père. J'étais crevée. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai dit très longtemps après à mon père. Et j'ai travaillé toute la journée. Mon père me dit, mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Je dis, mais je sais pas, j'avais tellement peur. C'était tellement... Voilà. Et donc, il l'a su, mais genre 15 ans plus tard. Ouais, ça vraiment, j'ai eu peur. Quoi. Je l'ai vécu avec. Non, mais c'était l'horreur. Ouais, là, vraiment, c'est sûr. Je pense que c'était un bon fait divers. Quelle a été ta plus grande douleur physique de toute ta vie? Ma plus grande... Oh là là, on m'avait enlevé les comment ça s'appelle, les amygdales? Non, pas les amygdales, merde. Les végétations. Non, merde, les dents... merde, dents de sagesse. Les dents de sagesse.
Alors déjà, on me les avait enlevés les 4. Oui. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'ai fait une allergie au fil. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie, j'ai cru mourir. Mais ça a été l'horreur. Là, j'ai eu très, 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 très mal. Ça, et je dirais quand même un peu l'accouchement, parce que j'ai fait un début d'accouchement sans péridurale. Et tu te dis quand même, c'est chouette l'invention de la péridurale, parce que c'était quand même violent. Et au dernier moment, je fais non, il faut absolument me remettre la péridurale. Parce qu'au départ, t'avais dit genre non. Au départ, j'avais dit non. Après, je me suis dit, quand même, ça fait mal. Je veux dire oui. Et en fait, parce que malheureusement, il fallait que je déclenche ma fille pour que son papa puisse la voir, parce qu'il partait pendant très longtemps. Oui. Et en fait, d'avoir la péridurale, ça m'avait ralenti le travail. Donc, on m'avait arrêté. Et je me suis dit, oh, ça va aller. Et en fait, ça a été horrible. Et là, avant de partir, je fais non, il faut absolument me remettre la péridurale. J'avais l'impression de faire des abdos non-stop. Et c'était horrible. Là, ouais, mais c'est pour ça que tu te dis quand même la péridurale, c'est pas mal. Belle invention. Ouais, tu sens, mais t'as pas mal. Oui. Donc pourquoi tu sens quand même. Tu sens. Enfin, moi, je sais que j'avais senti, mais en tout cas, t'as pas mal. C'est pas mal. Est-ce que t'as aimé le confinement? Ouais. C'est horrible. En fait, moi, donc on était à Paris avec ma sœur, et je m'appelle très bien le samedi, je dis à ma sœur, je crois qu'ils vont bloquer Paris. Viens, on va tout de suite dans le sud, on va chez moi dans ma maison, on se casse. Donc ma sœur, elle avait sa voiture, moi j'ai loué tout de suite une voiture. D'ailleurs, c'était la dernière, et le dimanche, on a pris les bagnoles, on est parti et on s'est enfermé. Et il a fait beau, ça tout le monde se rappelle. Il a fait un temps magnifique et c'était génial avec ma sœur, mon beau-frère, mon petit neveu. Franchement, le confinement était chouette. Et c'était horrible parce que parfois on avait des copains qui nous appelaient, qui étaient à Paris dans des petits appartements avec les enfants. Et nous on disait nous c'est pas trop mal, il fait beau, on est dehors. Par contre, qu'est-ce qu'on a bu les apéros, ça a été horrible. L'apéro a démarré à 20h, puis 19, puis 18, puis à 11h, on se disait on se prendrait pas un petit rosé quand même. Par contre, on a fini alcoolique. Et on avait pris tous 3 kilos. Mais en vrai, on a eu de la chance, franchement. Et créativement, t'as fait des choses pendant ce moment-là, ou c'était rien, principalement on n'a rien foutu. On a fait que de la bouffe. Si, on faisait évidemment un peu de l'extérieur. Ça, c'était génial parce que tous ceux qui habitaient en campagne, on n'a jamais vu des jardins aussi beaux, parce que tout le monde était au ciseau, même carrément pour couper la pelouse. Mais non, on a ri en fait. Je crois que franchement, mais c'était quand même complètement dingue déjà de te dire que tu vivais ça, parce que, et encore nous vraiment on avait de la chance, mais c'était une chance extraordinaire de pouvoir être en campagne. Mais quand même, on vivait des trucs super drôles avec mon neveu. Alors on fabriquait des trucs. En plus, c'était génial. Enfin, vraiment, nous, on a vécu des trucs super. Et le soir, tu regardais les infos et tu regardais le nombre de morts. C'était fou. C'était fou, tu te disais quand même. Mais c'était dingue, c'était complètement surréaliste de vivre ça. Mais je pense que pour les jeunes, en revanche, parce qu'après j'ai tourné, je sais que c'était très dur pour évidemment pour tout le monde, mais pour la génération aussi. Moi, je me rappelle, j'avais tourné avec des jeunes qui avaient 18 ans, de pas pouvoir fêter tes 18 ans, d'être enfermé, de pas pouvoir voir tes parents, de pas pouvoir voir tes copains. En plus, moi, je sais que ça m'énervait parce qu'il y avait tous les plus âgés là qui disaient mais aussi on a le Covid, c'est aussi à cause des jeunes. Donc en plus on avait l'impression que les jeunes étaient responsables de ça, parce que parfois ils faisaient des soirées, et comment tu veux empêcher des jeunes aussi parfois de c'était normal. Donc mais regarde, ils s'en foutent, ils mettent pas leur masque. Donc je trouve qu'il y a, pour la jeunesse, je pense que et je pense que quelque part on parle aussi beaucoup du mal-être des jeunes. Je pense que le confinement a fait beaucoup de mal à cette génération là en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Écoute, pour l'instant, je me dis que c'est pas trop mal. Moi, j'ai toujours détesté les nanas hyper belles qui disaient, je suis pas hyper belle, mais les nanas hyper belles qui disaient, non, je trouve pas. Ça m'a toujours énervé. Non, c'est pas vrai, tu sais très bien, non. Écoute, mais c'est dur de dire de soi-même qu'on se trouve bien. Oui, mais enfin, il y a un moment donné, il y a une réalité, je me dis, j'ai de la chance quand même, j'ai des bons gènes, je cours pas trop mal, voilà. Donc je me dis, oui, je vais pas dire, non, c'est pas vrai. Après, il y a des trucs que je n'aime pas, mais c'est pas grave. Dans l'ensemble, je m'en sors pas trop mal. Si t'étais obligé de faire de la chirurgie esthétique, qu'est-ce que tu ferais? Si j'étais obligée de faire de la chirurgie esthétique... Vraiment, t'as pas le choix. C'est pas genre, non, je fais rien, c'est genre... Oh là là, j'ai pas le choix, qu'est-ce que je ferais? François Damien, ça dit ses doigts de pied. Non, parce que j'ai des pieds pas trop mal, bizarrement. Non, mes pieds sont très bien. Mes genoux. J'ai pas des très jolis genoux. T'as jamais aimé tes genoux? Non, j'ai pas des très jolis genoux. Donc ça, c'est vrai. Ça j'adorais. Mais je crois que c'est compliqué. Et je sais pas, effectivement. je sais pas si ça se c'est fait. Même possible. Mais je ne sais pas si ça se fait. Mais j'ai pas des très beaux genoux. Sculptez-moi la rotule. Sculptez-moi la rotule. Mais j'ai pas des très beaux genoux. Ça, j'aimerais. Je changerais tes genoux. Je changerais mes genoux. Qu'est-ce que tu penses de ta voix? Alors,
Je sais que c'est compliqué parce qu'en fait, on s'entend pas vraiment, Oui. mais depuis que je suis petite, on m'a toujours dit que j'avais un petit grain voilà, un petit grain un peu cassé qui donnait du charme. Mais en revanche, moi, ça a toujours été un sujet, la voix. Parce que mes parents avaient des amis, dont une femme qui était ORL. Et quand j'avais 16 ans et que je venais de rentrer au conservatoire et que enfin mes parents avaient accepté que je rentre au conservatoire, comme j'ai toujours eu ce petit voile parce que j'ai un petit souffle qui fait dans mes cordes vocales, mais qui est comme ça, qui est pas grave. Ah, on t'a expliqué qu'est-ce qui physiologiquement expliquait que t'es cette voix-là. Ouais. Et en fait, cette ORL m'avait dit, je me rappelle très bien, elle était chez mes parents, elle m'a dit, tiens, il faudrait que tu viennes demain parce que quand même t'as un petit truc à la voix. Et donc je vais dans son cabinet et elle m'explore les cordes vocales, etc. Elle me dit, tu sais, tu fais du théâtre, je pense que tu vas pouvoir t'arrêter parce que tes cordes vocales ne tiendront pas. T'as un petit souffle et tu ne tiendras pas. Ça m'avait flingué. Mais vraiment, je l'ai détesté, mais tellement pendant longtemps, j'ai pleuré. Et ma mère, elle me disait, mais écoute, c'est pas grave, tu feras autre chose. Je me rends compte, en plus de me dire ça à 16 ans, je viens de rentrer au conservatoire et elle m'a dit que jamais je ferais de théâtre parce que ma voix, elle tiendra pas. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, je faisais du théâtre. J'ai tellement travaillé ma voix avec justement des ORL, qui m'ont fait travailler, etc. Et en fait, j'étais très contente de dire à ma mère, tu lui diras que j'ai tourné pendant 1 an, que j'ai joué pendant 1 an et que j'ai jamais eu de problème de voix. Donc ma voix était toujours un petit sujet parce que j'étais traumatisée par ça, parce que j'avais cette voix cassée et donc soi-disant que je ne pourrais pas faire du théâtre, ce qui est complètement faux. Et comme quoi, c'est horrible de pouvoir dire un truc comme ça. C'est dingue ça, ouais. Mais ouais, c'est affreux de dire ça. Parce que si je l'avais écouté, si mes parents l'avaient écouté, j'aurais peut-être pas fait ce métier. Ouais. Parce que soi-disant que ma voix tiendrait pas. Connerie. Énorme connerie, parce que en plus absence de vista très très grande, quoi. Ah ouais, mais vraiment de la part de l'ORL, quoi. Non, mais c'est horrible. Mais moi, ça m'avait traumatisé. C'était atroce de me dire ça, de me dire que je ne pourrais. Évidemment, à l'époque, je pensais pas du tout ni cinéma, etc. Moi, je voulais rentrer à la Comédie Française, donc pas du tout. Donc moi, j'étais vraiment dans le théâtre. Et donc de me dire ça, mais qu'est-ce que j'ai pleuré. J'étais traumatisée. Et donc je me disais, c'est vrai que parfois je perdais un peu ma voix, mais parce que je la plaçais mal, parce qu'il fallait m'apprendre. Est-ce que tu pourrais avoir du désir pour quelqu'un, ou tu peux avoir du désir pour quelqu'un de bête? Non. Non, je peux pas. N'importe Brad Pitt bête. Ah ouais, je peux pas. Ouais. Ça vraiment, c'est un truc. Moi, je sais que il y avait un mec que je trouvais très très mignon dans un cours de théâtre et on était boire un café. Je me disais non, franchement, je peux pas. Ouais. Il est tellement bête. C'est affreux. Non, la bêtise, c'est dur. La bêtise, c'est très dur. C'est comme quelqu'un qui n'a pas du tout d'humour. Ouais. C'est quand même chiant. Moi, je trouve. C'est vrai, c'est horrible. C'est moins rédhibitoire. Quelqu'un de très intelligent et pas drôle, ça peut passer. Mais quand même, au bout d'un moment, tu dis quand même un petit peu d'humour. Ouais. Parce que ça va ensemble, en fait. Oui. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'humour, en général, c'est une forme d'intelligence. Ouais. Quelqu'un qui n'en a pas, c'est déjà, tout va être premier degré, tout va être un peu chiant, quoi. Ouais. Tout va être analysé, tout va être... Tu dis quand même, il y a des week-ends qui vont être longs. Ouais. Tu vois, mais non, la bêtise, non, je peux pas. Ouais. C'est trop compliqué. Est-ce que tu pourrais avoir du désir pour une personne nazie? Tu veux dire nasillard qui parle du nez ou qui parle... non, c'est impossible. Non, mais c'est impossible. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est pareil, c'est de la bêtise. Oui, voilà. C'est de la bêtise, là, c'est... Un nazi très intelligent. Non, mais un ingénieur nazi. Tu vois. Mais ils ont été très très forts pour faire des solutions tellement horribles que tu te dis, mais c'est terrible. Mais non, c'est impossible. C'est pas possible. Pas de désir pour les nazis. Extrêmes, voilà, tu l'as dit publiquement. Les nazis, c'est non. Non, les nazis, c'est non. Les nazis, c'est non. Non, vraiment. Est-ce qu'il y a autre chose de rédhibitoire dans ton désir, à part la bêtise et le nazisme? J'adore. Il faut quand même un petit physique. Oui. Les tons, c'est non. Il faut quand même... Non, mais... Ou alors le mec, faut qu'il soit vraiment... Alors là, c'est un humour de dingue. Oui, vraiment. Une intelligence incroyable, une élégance. Une absence de nazisme totale. Une absence de nazisme totale, mais quand même un petit peu, ouais. Mais c'est pas forcément beau, parce que c'est pas forcément... La beauté, c'est souvent le charme. Ouais. Le charme, l'élégance. Ouais. J'aime bien quelqu'un d'élégant, je trouve ça chouette. T'as déjà été confronté à des gens dont tu disais, le physique, bof, et en fait, ils commencent à rayonner et tu les perçois différemment parce qu'ils ont dit quelque chose qui t'a plu? Ouais. Ça, moi, je crois à ça. Ouais. Quelqu'un qui vous dit, sur le papier, en photo comme ça, tu vas pas. Et puis en fait, le mec, il a du charme, il est élégant, il parle bien, il est drôle, il a... Ouais.
Ouais. Là, tu peux te faire emballer. Ouais. Et pourtant, tu dis merde, il est pas terrible pourtant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Et ça change la façon dont tu perçois. D'accord. Et quand tu dis il faut quand même qu'il y ait un physique, est-ce qu'il y a des choses physiques rédhibitoires? Alors moi, j'ai un truc, c'est quand même un peu le sourire. C'est vrai qu'un sourire peut détruire un visage. J'ai déjà vu ça, c'est genre ah ouais, mon Dieu. Ah ouais, d'où le problème des masques. Des masques. Les masques à l'époque du Covid. Le problème des masques. Quel rapport avec les masques? Non. Oui, tout le monde avait ce truc-là où tu disais pas mal. Le mec enlevait le truc, oh putain, non, oh là là, cette dentition. Dans le sourire quand même. Ouais. Parce que parfois, t'as des gens même qui sont moins beaux, mais le sourire peut aussi t'emballer. Peut les glow up, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que t'as un savoir-faire spectaculaire, mais inutile? Alors, c'est pas inutile, c'est le Karcher. Je passe très très bien le Karcher. J'adore, c'est ma passion. C'est ma passion. Mais alors, parce que je pense que j'ai très rarement passé un Karcher dans ma vie, donc je me dis quel est c'est quoi le savoir-faire en matière de Karcher? Parce que alors, c'est quoi les écueils? Alors déjà, parce qu'il y a des puissances. Oui. Attention. Parce que tu peux aussi te bousiller complètement le sol. C'est vrai, il faut adapter la puissance aux matériaux que tu nettoies. Comment tu le mets exactement, dans quel angle, etc. C'est ma passion. Ouais. Le Karcher, c'est ma passion. Voilà, ça, débroussaillage. Par exemple. Alors, autant je déteste planter. Alors, des plantes, j'adore ça, mais les planter, ça m'ennuie. Le débroussaillage, arracher des ronces et tout ça, j'adore. Genre la destruction te procure plus de plaisir que la création. Que la création. Par contre, j'adore quand c'est. C'est beau. Oui. Mais moi, j'ai enlevé toutes les ronces qui sont autour. Allez, voilà, débroussaillage et Karcher. Mais Karcher, passion. Et aussi, je pense que le jet peut avoir des formes différentes. Le biseau, la concentration. Alors moi, j'aime moins quand c'est rond. Oui. Voilà. T'as plusieurs. T'aimes les lignes. T'aimes bien les lignes. Voilà, qui sont comme ça, qui le prend comme ça. Non, mais c'est génial. Puis c'est surtout que t'as un résultat immédiat. Oui, je comprends très bien. T'attends même que tu as hâte que ce soit sale pour pouvoir karcheriser. Mais bien sûr. Là, j'ai hâte. Là, c'est le printemps qui va arriver. Là. J'y pense déjà. C'est vrai. J'ai la sortie du film le 1er avril. Je me dis, je pars là le 2-3 avril. Je me dis, je vais commencer à faire ma terrasse. Et en plus, t'es dégueulasse. Mais ça, par exemple, j'avais un truc qui était très drôle. C'est très drôle. C'était l'année dernière. J'étais en train de passer le Karcher. Donc, le matin, je finissais parce qu'il fallait absolument que je finisse. Parce que par contre, j'aime bien quand c'est terminé. Je vais vite prendre une douche, je prends ma bagnole, je vais au Festival de Cannes, je me fais maquiller, habiller, etc. Je fais la montée des marches, je repars le lendemain matin avec ma voiture et je repars faire mon Karcher. Je me dis, mais si les gens savaient. En fait, c'est hyper drôle parce que t'es en montée des marches, t'es là, bonsoir, bonsoir. Et tu penses qu'à une chose, c'est dire, oh là là, je vais finir ma terrasse demain matin. Et je suis là et tu repars. Dégueulasse et tu te refais ton petit Karcher. Et la joie est peut-être même plus grande encore que celle de la montée des marches. Plus grande, mais oui. Alors, dernière question, excuse-moi, on va reparler un petit peu de nazis. C'est si tu, pendant la guerre, est-ce que tu penses que tu aurais été résistante plutôt en 1940, en 1941, 42, 44 ou 45 et demi? Ou 50. Le nazisme, c'est non en 1952. Alors... C'est génial de pouvoir dire ça, c'est que moi j'ai eu un grand-père donc résistant avec Jean Moulin et j'en ai eu un autre, le pauvre, lui c'était un soldat donc il a été alors lui en plus c'était horrible parce qu'il a fait 2 ans service militaire à l'époque, déclaration de guerre, envoyé au front, chopé directement, envoyé dans les camps à l'époque donc pour les soldats. Donc dans l'Est on n'a jamais su et en plus on lui a dit pratiquement 1 an après que la guerre était finie. Donc le mec il a passé 7 ans. Et il est revenu au bout de 7 ans, je crois qu'il faisait, ma grand-mère nous avait dit, je crois qu'il faisait 40 kilos, le truc était horrible. Et il est arrivé, il avait un gamin de 7 ans. Et par contre, il n'en a jamais parlé. Ça, c'est fou. Mais jamais. Ouais. Le gamin avait vraiment 7 ans, pas 6. Non, tu vois, c'est ça. Il avait 7. Par contre, il était très blond. Non, c'est pas avec un petit accent allemand. Enfin bon, bref. Non, il avait vraiment 7 ans et demi, donc on se dit, bon, c'était vraiment lui, pour le coup. Ouais. Donc, comme on a été tout le temps là-dedans, t'as plutôt tendance à te dire que tu t'aurais résisté. Mais je pense que, honnêtement, ouais. Alors peut-être parce que j'ai vécu là-dedans, mais en plus, moi, j'ai fait un truc horrible. C'est-à-dire que moi, j'ai pris quand même première langue allemand. Mais l'état de mon grand-père.
Ça a été horrible. Il n'a jamais pu dire bonjour à ma correspondante. Ça a été affreux. Mais il ne lui parlait pas. Il me disait jamais je parlerai un Bosch. Jamais. Et ma grand-mère disait écoute, elle dit pour rien cette gamine. Elle me disait mais comment tu peux prendre allemand? Et parce qu'à l'époque c'était soi-disant être dans des classes fortes, ce qui m'a servi à rien. C'est une langue qui m'a jamais servi. Mais donc ça a été pour lui d'ailleurs à tel point que quand je suis allée en Allemagne et que je suis allée donc dans la famille de ma correspondante, ils m'ont mis la Marseillaise dès que j'ai ouvert la porte. Donc je me suis dit quand même la nana a dû se dire on a été très très mal reçus là-bas. Non, je pense quand même que j'aurais résisté, je pense. Enfin, je dis ça après. Après, moi, je me rappelle aussi parce que, évidemment, mes grands-parents me disaient ça, mais moi, je me rappelle de ma grand-mère qui me disait, c'était tellement horrible aussi pour les femmes, surtout ces femmes qui étaient tondues. Et je me rappelle, elle me disait, toutes ces femmes où tous les hommes étaient partis à la guerre et ces femmes se retrouvaient seules avec leurs enfants et les Allemands qui étaient là et qui n'avaient pas le choix et tous ces mecs qui étaient finalement un peu des collabos et qui disaient rien et qui après la guerre les ont dénoncés alors que ces femmes étaient violées, n'avaient pas le choix, les Allemands rentraient chez elles et après on les tondait. Elle nous disait mais c'était tellement horrible et alors que tous ces mecs là qui étaient finalement un peu des collabos, en tout cas qui n'ont jamais participé à quoi que ce soit, balançaient ces femmes là. Donc ça aussi ça m'avait marqué. Mais écoute, j'espère que j'aurais été résistante. Oui, c'est vrai que mais parce que je pense que c'était évidemment, comme moi j'ai été élevée avec un grand-père qui disait Pétain c'était un enfoiré, donc voilà, mais je pense que ça doit être très difficile aussi comment, c'est pas une question de pas savoir, mais parce qu'en plus à l'époque tu ne savais pas vraiment ce qui se passait, mais je pense que tout n'était pas si simple. Je veux dire, quand t'étais tu vois une femme seule avec tes enfants, comment tu résistes là-dedans quand t'as des mecs... Enfin, voilà, c'était peut-être pas si... Ce qu'il y a, c'est que c'était quand même un petit peu risqué de résister. C'est ça et que c'est pour ça qu'en fait, fondamentalement, il n'y a pas eu beaucoup de résistants. Parce qu'en fait, le plus simple, c'était d'être ni collabo, ni de résister. Et voilà, quoi. Exactement, ouais, complètement. Merci du fond du cœur. Bah non, mais c'est moi. C'était trop bien. Mais non, mais merci à vous, merci, trop bien, trop bien. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? J'ai pas dit trop des bêtises. Oula! Ah non. C'est vrai que j'ai vu le... L'attaché de presse qui a fait... On vient d'en parler après. Parce que là, t'as beaucoup trop parlé. Pardon. Bah ouais, mais c'est de sa faute.